Bonjour, mesdames et messieurs. On m'a grillé de deux micros, comme vous pouvez voir, parce que la conférence que je vais vous donner est également diffusée en direct en web diffusion. C'est la première fois qu'on fait ça à l'Institut. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue aux gens qui nous écoutent en web diffusion en direct actuellement. En plus de vous remercier d'être là. Je voudrais souligner également le fait que, Mme Bergeron, vous êtes la première femme qui est directrice générale d'une mine au Québec. Alors, vous brisez un plafond de verre, à ce qui me semble. Il semble moi que je me trompe, là, mais j'ai bien l'impression que vous êtes la première. Oui. Et donc, je voulais le souligner. Et puis, le comité organisateur, merci beaucoup de vous être donné la peine d'organiser cette belle activité encore cette année. Alors, je vais vous parler de pédagogie numérique, mais c'est surtout de simulation minière dont il va être question ici au cours des prochaines minutes. Ici, on a un peu que ça fonctionne. On va y arriver, oui. Le titre qui est ici, c'est le titre d'un rapport qui a été publié par l'Institut en 2016. C'était la troisième fois que l'Institut publiait sur le thème de la formation par simulateur d'engins miniers. On avait déjà produit un premier rapport d'enquête en 2014, qui était plutôt une espèce d'évaluation à l'époque de qui construisait des simulateurs, qui les utilisait, et puis c'était comme un premier dégrossissage. Et en 2015, ça nous a quand même servi à émettre un avis au ministre de l'Éducation à l'effet d'envisager sérieusement de déployer des simulateurs miniers dans le réseau d'enseignement au Québec. Alors, c'est une question qui nous intéresse depuis déjà un certain temps. La synthèse de l'information qu'on a actuellement nous a permis d'identifier certaines caractéristiques de la formation par simulation qui procurent un réel avantage par rapport à la formation pratique en contexte de travail. Alors, on a listé un certain nombre ici. Des mises en situation. Par exemple, en termes de mise en situation, on est capable par simulation de simuler des situations de travail qui est impossible de faire avec des véritables équipements. On ne va pas simuler un feu dans un moteur, on ne va pas créer une véritable crevaison, on ne va pas simuler des bris électriques dans des vrais équipements. Ça n'a aucun sens. On peut faire ça avec des équipements de simulation et ça permet de former des gens. Et donc, c'est un véritable avantage. Un autre élément, c'est la proximité spatiale entre l'apprenant, qui est sur une machine, et le formateur ou l'enseignant, qui se trouve habituellement en dehors de la machine, loin de son apprenant. On ne peut pas réagir immédiatement en situation réelle. Alors, avec un simulateur, l'apprenant, il est juste à côté de son formateur. Il peut y avoir des échanges et une rétroaction très, très, très rapide. Et donc, c'est une autre caractéristique de la formation par simulation qui procure un avantage réel par rapport à l'utilisation d'équipements de travail. Et il y en a d'autres. Vous voyez, la standardisation de la formation, c'est intéressant également. On va revenir un peu plus tard en lien avec les exigences réglementaires qui sont une responsabilité de l'entreprise. La productivité, ça a un impact sur la productivité, étant donné que la formation par simulation, ça libère des équipements qui peuvent être utilisés pour la production. Et c'est beaucoup moins de stress en cours d'apprentissage pour les apprenants qui ne sont pas sur des véritables machines, qui peuvent rentrer dans le mur 10 fois avec le scope par simulateur, ça ne dérange absolument rien. Alors et donc, le niveau de stress, ça en ressent énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement comme simulateur dans le réseau des enseignements, dans le réseau public des établissements d'enseignement? On a plusieurs simulateurs de faible fidélité, parce que ce dont on entend parler tout le temps, c'est des simulateurs de haute fidélité, ceux à $1 million. Mais il existe aussi des simulateurs de faible et de moyenne fidélité, et des simulateurs de ce type-là, A plus B, pour la conduite de véhicules lourds. Eh bien, actuellement, la Commission scolaire Kativik en a 4 de ça. Et c'est utilisé dans le nord du Québec pour permettre à des Inuits d'obtenir un permis de conduire. C'est là-dessus qu'ils les forment pour faciliter à des gens qui n'ont jamais conduit un véhicule de leur vie parce qu'il n'y a pas de route dans le coin où ils habitent. Ils ont conduit des skidoo, ils ont conduit des motoneiges, ils ont conduit des VTT, mais ils n'ont jamais conduit de camion ou de véhicule. Alors ça c'est utilisé déjà au moment où on se parle abondamment à la Commission scolaire Kativik.
À la même commission scolaire, Quativic, on a aussi des simulateurs de ce type-là, c'est Simlog, donc un peu plus sophistiqués, mais encore considérés comme de faible fidélité. Et ils en ont 4 de ça également à la commission scolaire Quativic. Et là, ils utilisent ceux-là pour former des gens spécifiquement sur des rétrocaveuses, des camions hors normes, des excavatrices, des tracteurs. Alors, on arrive à aller toujours avec l'objectif de fournir une main-d'œuvre de qualité à une minière qui se trouve en contexte très isolé sur un territoire autochtone conventionné, où il y a des attentes de part et d'autre sur des pourcentages d'employés ou d'emplois qui doivent être comblés par des employés inuits dans ce cas-là. Mais Quativic n'est pas la seule à avoir des simulateurs de ce type-là. Il y a aussi le Centre de formation professionnelle de Forestville, sur la Côte-Nord, qui a, lui, 8 simulateurs de ce type-là. Et le centre de formation professionnelle de Forestville, il n'est pas spécialisé dans les mines, il est plutôt spécialisé dans la foresterie. Mais sur la Côte-Nord, en Basse-Côte-Nord, vous le savez, il y a des grandes mines à ciel ouvert. Et donc, ils ont des besoins également de conduite de camions surdimensionnés. Et à la commission scolaire, Centre de formation professionnelle de Forestville, on utilise certains de ces simulateurs-là pour former des gens sur la conduite de camions miniers. Alors, vous voyez qu'il existe déjà des simulateurs déployés dans le réseau public. Et je vais vous en présenter d'autres un peu plus loin. Alors, si on revient maintenant spécifiquement sur les avantages qu'on a identifiés à l'Institut national des mines qui sont spécifiques aux entreprises minières, il y a 3 grandes familles, là. L'amélioration de la compétence en santé et sécurité, les gains de productivité, les réductions de coûts. Compétence en santé et sécurité, là, bien, c'est ce que je l'ai mentionné un peu tout à l'heure d'entrée de jeu, c'est la possibilité qu'on a d'entraîner des gens à appliquer des procédures d'urgence qui seraient difficiles à faire sur des vrais équipements. Mais ça peut aller plus loin que ça, mais quand on dispose de simulateurs de haute fidélité, on peut aussi développer des programmes de perfectionnement professionnel individualisés qui vont favoriser le renforcement des compétences pour les travailleurs chevronnés et implanter des nouvelles pratiques. Par exemple, quelqu'un qui est un travailleur chevronné, il peut avoir développé des mauvaises habitudes. Il peut avoir développé une façon de faire personnelle là, qui est dure sur l'équipement. Puis, comment on fait pour corriger ces mauvaises habitudes-là? Bien, les simulateurs peuvent être très utiles pour ça, parce qu'ils mesurent la façon de faire des gens et on est capable, par la suite, dans le temps réel, sur les vrais équipements, de vérifier s'il a fait ou s'il n'a pas fait, s'il a corrigé ou pas corrigé son erreur. Et ça, c'est un grand avantage pour les entreprises minières. Les gains de productivité, bien, ça diminue la formation par simulateur, diminue le temps de formation nécessaire sur des vrais équipements. Ça a déjà été vérifié. D'ailleurs, on commence à le vérifier sur place ici avec le peu d'expérience déjà qu'on a d'utilisation de ces équipements-là. Les jeunes arrivent plus confiants et ils ont besoin d'un temps plus court pour bien maîtriser de véritables véhicules. Ils l'ont déjà fait, les commandes sont à la même place, ils ont les réflexes, ça va beaucoup plus vite, donc un gain de productivité important. Et un autre élément, c'est celui sur lequel je passais un peu plus vite tout à l'heure, c'est la fameuse exigence de diligence raisonnable qui est demandée aux entreprises minières. S'assurer que tous leurs employés ont reçu la formation nécessaire et aussi bien pour les aspects techniques que pour les aspects sécurité au travail, là, pour la tâche qu'ils ont à faire. Donc, il y a une obligation de diligence raisonnable des entreprises à s'assurer que tous leurs employés ont reçu la formation nécessaire. Bien, les simulateurs, ils offrent une formation standardisée. On est certain que quelqu'un qui a passé sur le simulateur X, bien, on sait exactement la formation qu'il y a eu. Il y a eu la même formation, ça ne dépend pas du formateur, ça ne dépend pas des conditions, ça ne dépend pas des conditions de l'équipement, de la disponibilité de l'équipement ou pas. C'est standardisé pour tout le monde et donc ça assure que le principe de diligence raisonnable a été appliqué. Et ça, c'est important pour les entreprises aussi. Finalement, réduction des coûts, parce que j'y ai fait allusion encore tout à l'heure, si on se forme sur simulation, bien, on laisse à l'entreprise la disponibilité de ses équipements pour la production. Et donc, ça diminue les coûts d'opération. Il y a aussi des avantages qui sont additionnels, qui sont plus spécifiques pour les établissements d'enseignement. Il y a certains là-dedans que c'est des avantages aussi pour les entreprises, mais pour les établissements d'enseignement, bien, on peut utiliser les simulateurs dans la présélection des candidats.
On peut vérifier rapidement si quelqu'un a des habiletés ou s'il a un goût pour devenir opérateur en utilisant un simulateur. Donc, ça a un intérêt pour la sélection des candidats. Ça a un intérêt aussi pour le soutien de la formation. Le temps de formation, qui est réduit, c'est intéressant pour les entreprises parce qu'ils peuvent utiliser les camions pour autre chose, mais c'est intéressant pour les établissements d'enseignement parce que quelqu'un qui apprend plus vite, ça peut dégager du temps pour lui montrer autre chose. Et en contrepartie, quelqu'un qui est un peu plus lent à apprendre, mais qui est capable d'apprendre, c'est juste qu'il prend un peu plus de temps, il dispose de toute la possibilité, toute la plage horaire dont il a besoin pour arriver à maîtriser les habiletés. Puis une fois qu'il les a, il les a aussi bien que celui qui l'apprend en une demi-heure. Ça lui a pris 2 heures plutôt qu'une demi-heure, mais il maîtrise à la fin aussi bien que l'autre. Et donc il y a un gain des deux côtés, là. Et ça, c'est intéressant également. On peut faire la promotion de la formation des métiers miniers. Les établissements d'enseignement vont beaucoup dans des salons, dans des congrès, dans des colloques pour attirer les gens à venir faire des formations minières. Arriver dans un colloque ou dans un congrès avec un équipement de simulation, ça procure une expérience à celui qui visite le salon. Ce n'est pas juste une visite, puis regarder, puis ramasser. Il fait quelque chose, il s'assoit, il fait quelque chose, il vit une expérience. C'est ça, les jeunes aiment beaucoup ça, les milléniaux, vous avez appelé, ils adorent ça. Faire des expériences. Et donc, en faisant l'expérience de la conduite d'un camion minier, ça peut les intéresser à venir faire une véritable formation et à intégrer comme travailleurs le secteur minier. Et finalement, l'amélioration de la sécurité, c'est un autre point important, parce que comme les opérateurs formés sur simulateur, dans les premières minutes, dans les premiers instants où ils travaillent sur des vrais équipements, ils brisent moins, ils causent moins d'incidents, moins d'accidents, ça améliore la sécurité de tout le monde. Et donc, ça, c'est un gain important. Alors, je vous ai dit que je vous montrais d'autres types de simulateurs. On en a ici de moyenne fidélité. Ceux qui sont là, c'est des simulateurs fabriqués par la compagnie Acreos. Et 3 simulateurs Acreos qui sont actuellement déployés au CFP de Forestville et qui sont utilisés pour niveleuses, bouteurs et camions miniers. Encore là, avec une préoccupation de répondre aux besoins de main-d'œuvre des mines à ciel ouvert de la Basse-Côte-Nord plutôt que des mines souterraines de la Abitibi-Témiscamingue. Il y a des équipements de ce genre-là également dans d'autres centres de formation professionnelle au Québec. Là, il y en a à Lévis. Les gens qui sont plus dans la construction utilisent des simulateurs de ce type-là depuis déjà plusieurs années. L'inventaire qu'on a actuellement à l'Institut n'est pas exhaustif. On sait qu'il y a des simulateurs ailleurs. Vous en avez dans des entreprises, vous en avez chez vous, vous l'avez mentionné. Il y en a d'autres qui en ont également. Agnico Eagle en a au Nunavut. On sait qu'il y a des gens qui en ont. On n'a pas fait l'inventaire au complet. Mais simplement, quand même, ce qu'on a ici vous permet de voir un peu ce qui est déployé. Caterpillar, on a fait allusion également, Mme Bergeron en a parlé tout à l'heure, que les fabricants d'équipements fabriquent également des simulateurs qui accompagnent leur équipement. Et Caterpillar fait partie de ces gens-là. Alors, il y a 5 simulateurs Caterpillar de moyenne fidélité actuellement à la Commission scolaire Cat-Civic. C'est curieux, hein? La Commission scolaire Cat-Civic, c'est la plus éloignée du Québec. Là. Ils sont dans le nord complètement. Mais c'est ceux qui en ont le plus actuellement. Ils ont 13 simulateurs qu'ils utilisent pour la formation minière chez Cat-Civic. Il n'y a personne d'autre qui a ça actuellement. Chez des CRI, il y en a, mais on n'a pas eu. Je sais qu'il y en a à West-Wanipi, il y en a à Wemidji, mais on n'a pas eu l'inventaire encore complet. Mais les gens de Cat-Civic ont été rapides à répondre à notre demande. Et j'ai été vraiment étonné de me rendre compte qu'ils en ont 13. Dans un village où probablement il n'y a pas 10 personnes d'entre nous qui ne sont jamais allés, à Salouette, là. Levez la main ceux qui sont déjà allés à Salouette. 1, 2, 3. Il n'y en a pas 10. Vous avez raison. Et ces simulateurs-là sont utilisés pour dans des tracteurs, rétrocaveuses, formation sur tracteurs, rétrocaveuses, camions articulés, niveleuses, chargeuses. Finalement, on en a un, ici même à Val-d'Or. C'est un simulateur de moyenne fidélité qui a été construit par CAE, qui est un spécialiste des simulateurs aéronautiques là-dedans depuis longtemps. Ils ont fait une incursion dans le mini il y a quelques années et ça n'a pas été, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. Le marché n'est pas tout à fait le même que à quoi il était habitué dans l'aéronautique. Et de sorte que finalement, le CFP de Val-d'Or en a bénéficié puisque maintenant il y a eu, ça n'a pas coûté très cher. Je pense que c'était une gracieuseté de CAE. Une belle entente, et c'est celui-là que vous pouvez voir et même essayer là,
cet après-midi en passant simplement, en faisant un petit tour, en sortant de la salle par là, en rentrant par ici, il ne faut pas le manquer. On l'utilise pour former des gens sur les chargeuses navettes. On part de la surface avec une chargeuse navette, on descend une rampe, on rentre sous terre, puis on se déplace dans les galeries souterraines. Et c'est une très belle activité. Il y a un autre simulateur dans la même catégorie et qui a été également offert par CAE à peu près aux mêmes conditions que celles qui ont bénéficié à Val-d'Or, qui se trouve à Forestville, encore une fois, CFP de Forestville, et là, c'est un camion minier pour les mines à ciel ouvert, qui était un marché potentiel identifié par CAE à l'époque. Alors, je voulais vous parler maintenant, prendre quelques minutes maintenant pour vous parler des résultats d'une autre étude de l'Institut, une analyse comparative entre les besoins de formation dispensés par les entreprises minières à leur personnel de 2013 à 2016. On a fait cette étude-là 2 fois. On a demandé en 2013 aux entreprises qu'est-ce que vous avez comme besoin de formation, comment vous arrivez à répondre à vos besoins de formation, où les établissements d'enseignement public interviennent dans vos besoins de formation. On a fait ça en 2013 et on l'a refait en 2016. Et donc, on a fait sortir toutes sortes de trucs, mais il y a certains éléments additionnels qui ressortent là-dedans, puis qui font référence ou qui font état de l'intérêt des entreprises minières pour la formation par simulateur. Alors, premièrement, c'est que les avantages qui ont été identifiés par les entreprises, ça rejoint exactement ce que je vous ai présenté antérieurement, une donnée qu'on avait acquise autrement, acquise par d'autres moyens. Alors, dans les données d'enquête de 2016, les entreprises minières nous ont dit que, selon eux, ça améliore la dextérité des opérateurs, que ça accélère l'intégration des jeunes opérateurs dans les équipes de terrain, que ça permet une plus grande productivité et, encore une fois, que ça permet de faire de la formation sur des situations impossibles à reproduire sur le terrain. Alors, intéressant de confirmer ce qu'on savait déjà. Ce qui était peut-être, ça sur quoi je veux discuter avec vous un peu plus longuement, c'est s'exprimer sous forme de pourcentage. Vous voyez, 100% des gens, c'est la même enquête, c'est des gens d'entreprise qui nous disent oui, c'est efficace pour la formation des nouveaux opérateurs. Il semble qu'en 2013, on se posait la question, on se demandait c'est-tu bon, c'est pas bon. En 2016, on s'est dit oui, c'est bon pour la formation, c'est bien efficace pour la formation des nouveaux opérateurs. Les équipements de simulation sont à la fine pointe de technologie. Ça répond aux besoins. À peu près 1 sur 2 nous disent c'est bon également, c'est efficace aussi pour, comme je mentionnais tantôt, de corriger des trucs sur des opérateurs expérimentés. Hein? 1 sur 2, c'est quand même beaucoup, là. Mais il y a seulement 22% des entreprises qui l'utilisent. Alors, pourquoi 20% des entreprises l'utilisent si c'est bon, 100% pour la formation des nouveaux opérateurs, puis même pour les opérateurs expérimentés? À la même époque, il faut que je vous dise aussi, en 2016, on avait posé une question, est-ce que votre entreprise songe à acquérir un simulateur? Puis il y en avait quand même 20% qui nous disaient oui, qui songeaient à ce moment-là, il y a 2 ans, à acquérir des simulateurs. Je ne sais pas combien il y en a qui ont procédé. Avec Nico Egan en parlait, on en parle depuis 4 ans. Alors, je ne sais pas s'il y en a au Nunavut, mais je ne sais pas qu'il y en a encore ici. Mais une des raisons, c'est parce que c'est ça qu'on a en tête. C'est ce genre de simulateur-là qu'on a en tête. Pas les simulateurs de faible et de moyenne fidélité que je vous ai présentés avant. C'est des simulateurs de haute fidélité qu'on a en tête. C'est des solutions intégrées. C'est ce que ceux d'entre vous qui sont allés faire un peu d'activité de formation par simulateur chez Norcat à Sudbury, c'est ça qu'ils ont vu là-bas. Un container qui permet de recréer un environnement de mine souterraine dans lequel il y a un poste de travail pour l'apprenant, mais le poste est mobile. On peut le changer puis en mettre un autre. On peut mettre jusqu'à 3 ou 4 types d'équipements différents sur le même poste. À côté de ça, il y a un poste pour l'enseignant qui peut créer des situations, puis créer des problèmes et superviser. Et il y a tous les ordinateurs qui gèrent toute la donnée qui sort en continu. Vous l'avez mentionné tout à l'heure dans votre mine, là, vous avez beaucoup de données quand on installe des systèmes. Les simulateurs, ça enregistre, ça peut enregistrer des clignements des yeux, des pulsations cardiaques. On mesure le stress, il y a les mêmes watts, il n'y a pas les mêmes watts sur les appareils. Donc, on peut mesurer pas juste ses habiletés, mais son stress à la personne. Alors, tout ça existe dans ces simulateurs-là. Et en plus, il y a des postes d'observation extérieure qui sont représentés ici sur l'image, là, et qui permettent à jusqu'à 3 autres élèves qui sont là en même temps
d'observer ce que l'apprenant qui est sur le simulateur est en train de faire, comment il réagit aux contraintes ou aux situations qui sont créées par l'enseignant. Donc, c'est un poste d'enseignement où on peut avoir 4 apprenants à la fois là-dessus. Et ça coûte, ça coûte cher. Ça, on parle de millions de dollars. On est dans l'ordre de grandeur du million de dollars. Puis si on veut s'installer correctement avec plusieurs modules, la facture peut monter encore. Alors, c'est le coût de ces équipements-là qui représente un frein actuellement, parce qu'individuellement, c'est difficile pour chacun des intervenants d'arriver à dégager des sommes d'argent de cette ampleur-là. Ensemble, ça, c'est plus facile. C'est sûr qu'ensemble, quand on partage une facture, c'est toujours moins cher. C'est pareil quand on va manger au restaurant puis qu'on se laisse aller. Maintenant qu'on a parlé un peu de simulateurs, je voudrais vous amener sur les modes d'enseignement, parce que c'est des équipements, oui, on parle d'équipements performants, mais ça a un impact sur les modes d'enseignement. Ça fait évoluer, en fait, les modes d'enseignement. Et il n'y a pas seulement les simulateurs. Et quand on se met à penser en termes de modifier les modes d'enseignement, bien, il n'y a pas seulement les simulateurs miniers, il y a aussi la réalité virtuelle, il y a aussi la réalité augmentée, il y a des casques de réalité virtuelle à côté. Vous pouvez essayer, là, vous voyez qu'on est plongé dans un véritable environnement minier, on y croit, on est là. Si le camion bouge, on est déstabilisé tellement c'est réaliste. Et c'est des formidables outils de formation qui sont sous-utilisés pour le moment. On ne sait pas encore bien comment utiliser ça dans un contexte de formation. Mais la technologie existe et pour les utiliser correctement, il va falloir modifier nos modes d'enseignement. Alors, faire évoluer les modes d'enseignement, bien, pourquoi? Bien, parce que l'impact de la transformation numérique des entreprises minières est tel que la vitesse des changements technologiques nous amène à la limite de ce qu'on peut faire avec nos modes d'enseignement actuels. On n'est pas capable de modifier nos modes d'enseignement traditionnels suffisamment vite pour suivre les évolutions numériques de l'entreprise minière, qui affectent les entreprises minières, les entreprises manufacturières, les entreprises forestières, les entreprises, les fermiers, tout le monde y passe, l'entreprise touristique, on est tous dans le même panier, là. On vit une révolution industrielle et il faut donc apprendre à acquérir autrement des nouvelles compétences et sur une base régulière. Donc, le monde du travail subit une mutation. Il faut appliquer ces connaissances plus rapidement. Souvent, on demande à nos gens de développer des habiletés en résolution de problèmes, alors que avant, c'était pas ça, c'était plutôt une job de bras. Tu faisais une job et tu faisais tout à peu près de la même manière. Mais là, ils surviennent maintenant avec les nouvelles technologies. On est face à des problèmes et il faut résoudre les problèmes. Donc, c'est autre chose, complètement autre chose. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, mais actualiser ces compétences au même rythme que les changements technologiques, là, on n'est pas capable de faire ça avec nos modes d'enseignement traditionnels. Pourquoi? Parce que l'apprentissage, là, était avant, c'était un peu, on le voyait comme la flèche vers la gauche qui est ici, là. On offrait à nos jeunes un apprentissage qui leur permettait d'accéder à un premier emploi. Regardez, on forme notre jeune, on le rend admissible à un premier emploi. Là, il rentre en entreprise, puis occupez-vous-en. Maintenant, il est bon, il est capable de fonctionner pour les 10-15 prochaines années, pas de problème, il est bon, il va juste acquérir l'expérience, il va devenir meilleur. Il y a tout ce qu'il faut. Bien, maintenant, c'est plus ça, là. Maintenant, on est rendu, la flèche à levier de bord, là. Il faut continuer. Un travailleur a besoin de poursuivre son apprentissage en continu juste pour maintenir son employabilité. Juste pour rester en emploi, il doit constamment mettre à jour ses compétences. On ne peut pas le ramener ses bancs à l'école toutes les semaines pour lui montrer des nouvelles choses. On ne peut pas passer des semaines. Non, il doit continuer à apprendre tout en travaillant. Alors, comment on fait ça? Comment on rend à des jeunes, ou à des moins jeunes aussi, peut-être pas si vieux que moi, mais moins jeunes quand même, la possibilité de maintenir son employabilité sur une longue période, c'est en lui offrant des modes d'apprentissage qui sont adaptés à son horaire, à ses besoins et aux besoins de l'entreprise. Et pour ça, les outils de simulation, les médias immersifs, les trucs de réalité virtuelle, de réalité augmentée, c'est très bien adapté pour répondre à ce besoin-là. Imaginez que ces outils-là soient accessibles
au moment où la personne en a besoin. Si c'est accessible sur son lieu de travail, c'est accessible depuis sa maison, c'est accessible en établissement d'enseignement, selon les besoins. C'est accessible au moment où on en a besoin, pour la durée qu'on a besoin, pas plus, pas moins. Et donc, on parle d'un autre monde, là. On rentre dans une autre réalité qui fait, qu'on peut exprimer aussi de cette façon-là, c'est-à-dire que l'apprentissage, maintenant, il n'est plus enseigné. Hein, c'est le formateur, le rôle, le mode d'apprentissage, les technologies changent, le mode d'apprentissage change, mais le rôle du formateur, il change aussi. Hein. Et puis là, comme l'enseignant qui enseigne des connaissances, il est là comme la personne qui s'assure que l'apprenant dispose des compétences dont il a besoin pour être performant. Alors, les connaissances, on va les chercher dans les technologies. Mais le formateur, lui, il supervise les activités d'apprentissage. Il les choisit. C'est lui qui décide où est rendu le jeune et qu'est-ce qu'il doit apprendre, là, quelle est la prochaine compétence qu'il doit acquérir, comment j'utilise la technologie pour lui permettre d'acquérir cette compétence-là. Il supervise, il observe, il explore les possibilités. Il propose à l'apprenant une expérience personnalisée. Vous avez tout un défi devant vous, là. Vous n'avez pas une classe devant laquelle vous arrivez, puis vous dites, bon, ben, je parle, voici mon message à 15-20 personnes. Vous avez 15-20 personnes qui sont à différents stades de leur formation, qui ont besoin de choses différentes les uns des autres, puis vous devez leur donner individuellement ce qu'ils ont besoin, en utilisant des technologies disponibles. La donne vient de changer passablement. Mais c'est le fun. Ceux qui ont commencé à le faire adorent ça. Demandez au professeur qui est sur le simulateur, je vais avec lui tout à l'heure, je ne sais pas s'il est caché, là. Il est là, il est debout. Là. Hein, il a l'air de bien aimer ça, les possibilités qui sont offertes par ces nouveaux équipements-là. Puis il a la tête blanche. C'est encourageant. C'est bien encourageant. Il est comme moi, il a la tête blanche. Alors, on est capable de s'ajuster. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de goût, de goût d'innover, de goût de changement, d'ouverture à ce qui est possible de faire aujourd'hui. Alors, la formation, on peut l'exprimer aussi comme ça, on parlait de formation par prise de décision, parce que on revient sur l'expérience vécue. Là. Le jeune, il est sur un outil, on crée des situations, et là, il doit réagir. Alors, il réagit en prenant des décisions. Et c'est comme ça qu'il apprend, c'est comme ça aussi qu'il développe son intérêt, qu'on peut garder son attention plus que 5 secondes. Parce que s'il ne réagit pas assez vite, bien là, on s'en va ailleurs, on rentre dans le mur, puis bon, bien, on rentre dans le mur, on recommence au début. Alors, la formation par prise de décision, c'est une des caractéristiques de la formation par simulateur. On parle d'interaction. L'interaction, c'est pas seulement visualiser des images, mais c'est vraiment s'imprégner dans les scénarios qui sont très, très réalistes. On y croit. C'est des scénarios, mais c'est tellement... On ne fait pas la différence. Serrer les lunettes de réalité virtuelle, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Au tout début, là, on descend la mine Casa-Berardi, pour ceux qui l'ont déjà essayé. Là, on descend la rampe en camion dans la mine Casa-Berardi, puis ça brasse comme ça, le camion. Moi, la première fois que j'ai essayé ça, je me suis accroché après le cadre de porte, parce que j'étais debout, hein, puis j'avais l'impression que j'étais pour tomber, parce que le camion bouge comme ça. Alors, on dit aux gens, asseyez-vous. Écoutez, asseyez-vous, c'est plus stable. Mais debout, là, vous voulez vous accrocher après quelque chose, tellement on y croit. C'est pour ça que c'est si puissant. Et donc, la prise de décision, pour revenir à mon thème ici, là, non seulement ça stimule l'apprentissage, l'apprenant, mais ça lui permet d'intégrer une nouvelle compétence. Pas juste une connaissance, mais une compétence. Et puis, ça génère son engagement personnel. Puis là, ça rejoint un petit peu comme l'approche des jeux vidéo. Vous savez, on a tous joué plus ou moins des jeux vidéo. Ça commence toujours, un jeu ça commence toujours, c'est assez simplement. Hein? On a quelque chose à faire, puis c'est facile, on réussit. Puis là, tout à coup, ça accélère. On nous demande d'aller plus, là, ça devient de plus en plus vite. Puis là, il faut se concentrer un peu plus, puis on reste, puis on s'intègre dans le jeu, on oublie tout le reste, parce qu'on y va, on a eu du succès, donc ça nous a encouragés. Puis là, c'est plus difficile, mais on est encore capable, puis ainsi de suite. Jusqu'où on est capable d'aller. C'est une approche de ce genre-là où on reconstitue des environnements de travail, on demande d'accomplir quelque chose qui est assez facile à faire, ça bâtit la confiance, le succès bâtit la confiance, puis on s'en va vers des éléments de plus en plus complexes comme ça. Donc, on génère l'engagement personnel avec des outils qui sont bien adaptés à la façon de penser des jeunes,
des générations actuelles. Et puis, le jeune, bien, il devient maître de ses propres apprentissages. Je le mentionnais tout à l'heure. Il apprend à savoir, il apprend à savoir faire, il apprend à savoir agir. Sa capacité de rétention est plus grande parce qu'il est maître de ses apprentissages. Il entend des choses, il voit des éléments, il est évalué aussi, mais ça c'est un peu compliqué, celui-là, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est le point ici, savoir faire, savoir agir, c'est ça que ça permet c'est ça que ça encourage et que ça permet d'aller plus loin que par une formation classique. Donc, une formation plus complète que la formation traditionnelle, parce que, bien, on dispose des connaissances qui permettent de maîtriser chaque étape d'une tâche, mais on devient compétent pour prioriser les gestes à poser, pour évaluer aussi le temps que ça prend entre chacune des étapes. Si on est en train de charger, comment ça va nous prendre le temps de se déplacer du point A au point B, de charger le scoop, de repartir, de décharger. Il y a plusieurs étapes. Comment ça prend de temps sur une de ces étapes-là pour rentrer dans les balises qui sont les attentes de la compagnie. On est à même on a les connaissances pour le faire, les compétences pour le faire. On est capable d'évaluer le temps nécessaire à chaque étape pour atteindre un niveau de performance plus rapidement. Et c'est vos travailleurs performants qui sont ceux qui sont les plus novateurs, puis qui sont les plus créateurs, puis que donc vous voulez rapidement avoir des gens performants dans vos équipes. C'est eux qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et la simulation est une bonne piste pour amener ça, pour vous offrir ça, pour vous permettre de tirer profit le plus vite possible de vos mines, qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à opérer, puis qui sont et donc vous avez besoin d'une main-d'œuvre de mieux en mieux qualifiée. L'évaluation, c'est un autre point qui change énormément lorsqu'on utilise des équipements de simulation. Les simulateurs mesurent beaucoup de données et vous retournent un paquet de statistiques individualisées. Donc, on est capable d'évaluer sur une base très objective à partir de données factuelles qui sont mesurées par la machine, mais qui donnent à l'enseignant l'information pour faire une rétroaction très, très rapide suite d'un exercice qui a été fait sur le simulateur. Et l'évaluation, elle se préoccupe surtout de la manière dont sont utilisées les connaissances, plutôt que sur la quantité de connaissances mémorisées. On a tous passé des examens à l'école. On nous posait des questions, puis c'était de se souvenir le plus possible de quoi il avait parlé, puis ceux qui avaient la meilleure mémoire avaient les meilleures notes, parce qu'ils se souvenaient davantage des connaissances qu'on leur avait transmises pendant l'enseignement. Là, c'est pas ça qu'on essaie de faire. On dit, est-ce qu'il utilise correctement les connaissances dont il a besoin pour prendre les bonnes décisions au bon moment? Est-ce qu'il est compétent? Puis est-ce qu'il le fait suffisamment vite, suffisamment bien pour devenir performant? C'est ça que la machine évalue. Fait que c'est pas des gens qui ont un peu plus de difficulté à recracher une connaissance qu'ils peuvent avoir, mais qu'ils ne l'ont pas au moment où on leur pose la question. Là, mais ils savent, mais ils ne sont pas capables de l'écrire. Bien, ils sont capables de le faire au moment opportun, poser le bon geste au moment opportun. Oui, bien, c'est ça qui est l'évaluation essentielle. C'est là qui est vraiment le critère qui est sélectionné et qui est utilisé pour décider si la personne a réussi ou non sa formation par simulateur. Les critères sont objectifs, standards, et encore une fois, c'est la même chose pour tous les apprenants parce que c'est basé sur des statistiques que la machine mesure de la même manière, peu importe la personne qui est assise là. Ça m'amène à la dernière partie de la présentation que je voulais vous faire ce matin, et là, je vais vous faire travailler un peu. Vous avez sur vos tables des feuilles. On est intéressés, nous autres, à l'Institut, à évaluer les meilleures pratiques d'utilisation des travailleurs miniers. On vous a distribué des feuilles sur lesquelles c'est une grille là, qu'on vous demande de valider. Dans le fond, cette grille-là, elle a été développée à l'Institut à partir d'un modèle théorique qu'on a établi en 2016. C'est pas mal ce que je viens de vous présenter qui est là. Mais on veut savoir jusqu'à quel point vous êtes d'accord avec les énoncés qu'on a formulés. Alors,
Ça prend juste le temps de lire l'énoncé puis de cocher au bout, là, chacun, votre impression, est-ce que c'est important, plus ou moins important, là, sur une grille de 0 à 4, je pense. Valérie, c'est de 0 à 4 qu'on a mis sur la feuille. Alors, je vais vous demander de prendre quelques temps pour remplir ça. Ça devrait vous prendre pas plus que 5 minutes. C'est une information qui va nous servir à valider la perception des avantages, à valider la perception des avantages de la formation par simulateur perçus par les entreprises minières. Puis on va compiler cette information-là. N'écrivez pas votre nom ou votre mine là-dessus. On veut que ça reste anonyme. Là. Mais ça va aussi nous servir de point de départ pour identifier les meilleures pratiques, incluant une démarche structurée d'implantation puis d'auto-évaluation dans les entreprises. On veut aussi en venir éventuellement à établir une communauté de pratique. Et pour ça, une communauté de pratique, bien, c'est un petit peu beaucoup impliquant pour les gens qui y participent. Alors, on veut partir sur des bonnes bases. Et les bases de la communauté de pratique, ça nous demande de définir sa raison d'être, ça nous demande d'établir sa portée, ses objectifs. Alors, l'information que vous êtes en train de nous donner en remplissant ce formulaire-là va nous aider dans notre démarche d'identification des meilleures pratiques et d'établir les bases d'une communauté de pratiques. Est-ce qu'on a eu, pendant que les gens remplissent, est-ce qu'on a eu le web, en web diffusion, une question? Oui, on a des questions du web. Donc, il y a près d'une vingtaine de personnes qui nous suivent actuellement sur la conférence en direct. Le monsieur, c'est un étudiant à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui demande où peut-on suivre les formations avec sur simulateur? On peut les suivre ici à Val-d'Or, au Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, où se tient actuellement le congrès des annuels des formateurs FMTM. Il y a également d'autres commissions scolaires qui donnent des formations minières, mais comme je l'ai mentionné là, tout à l'heure, les centres de formation qui disposent d'équipements de simulation actuellement, et ceux qui nous ont transmis l'information, c'est le Centre de formation de Val-d'Or, le Centre de formation professionnelle de Val-d'Or, les centres de formation professionnelle de Forestville, mais là, c'est probablement pour la personne qui pose la question moins intéressante, la commission scolaire Cativic à Salouit, s'il est en recherche d'exotisme, peut décider d'aller de ce côté-là. Est-ce qu'on a une autre question? Non, pas pour l'instant, mais peut-être les gens dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des simulateurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de formation en entreprise? C'est ça, simulateur. Est-ce une question pertinente pour les gens sur le web? Si vous avez terminé de remplir le questionnaire et que vous avez une question pour moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Sinon, je vais être rendu aux conclusions. Vous avez une question peut-être, madame? Non? On va regarder. Non? Est-ce que vous avez pas mal complété le questionnaire? C'est bon? C'est fait? À ce moment-là, je vais vous amener à la conclusion. Vous voyez, on ne réinvente pas la roue. Là. En conclusion, les simulateurs miniers de faible et de moyenne fidélité qui sont actuellement déployés dans les établissements d'enseignement public sont surtout destinés à une clientèle cible qui s'initie au métier d'opérateur. Donc, c'est des jeunes qui sont inscrits au programme d'extraction de minerais. On pourrait avoir également des simulateurs pour le forage. Vous avez mentionné, Mme Bergeron, que vous en avez à la mine Léonard. Alors, actuellement, il n'y en a pas d'utilisé, je pense, pour la formation des jeunes en forage, mais ça pourrait éventuellement être le cas. Les simulateurs favorisent les apprentissages personnalisés qui sont caractérisés par la simulation réaliste d'un environnement de travail, quelque chose également qu'on peut faire à l'aide d'autres technologies numériques comme les casques de réalité virtuelle. L'évaluation, c'est un autre point sur lequel j'ai voulu attirer votre attention, sur la méthode d'évaluation. Objective, standardisée, mais qui mesure la compétence plutôt que les compétences. Les compétences plutôt que les connaissances, excusez-moi. Et finalement, que la dernière conclusion sur laquelle je vais terminer cette présentation ce matin, l'engagement personnel est au cœur de ce mode de formation qui vise la performance plutôt que la mémorisation des connaissances.
Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. C'était probablement la dernière conférence que je donnais comme PDG de l'Institut national des mines. Il a annoncé que je prends ma retraite au cours, devrait être effective au début de septembre. Donc, moi, j'ai été professeur dans 87. Je trouvais une vieille carte d'identité il n'y a pas longtemps. Là. Je me trouvais bien jeune là-dessus. J'étais professeur à l'Université du Québec à Montréal à ce moment-là. Donc, j'ai donné plusieurs cours, plusieurs conférences depuis 87. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la dernière conférence publique que je donne. Alors, je veux simplement vous souligner que bien content de l'avoir faite devant vous. Merci.